Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Vous participiez hier soir, vous aussi, aux 70 ans de l'agence France-Presse, l'AFP, à la même tribune que le président de la République. Et il a dit « La France n'accepte aucune intolérance, nous n'insultons personne lorsque nous défendons nos idées ». Est-ce que vous pourriez ou auriez pu prononcer les mêmes mots, vous? Absolument les mêmes mots. Et il s'agissait de saluer au travers de l'AFP la liberté et la liberté d'expression au travers de la presse. D'ailleurs, une réflexion à conduire que j'aurais peut-être ajoutée. La liberté de la presse, elle est fondée sur la loi de 1881, un grand acquis de la Troisième République. Et puis aujourd'hui, il y a les réseaux Internet, il y a les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne faut pas que nous réfléchissions à l'exercice de cette liberté dans le cadre de ces nouvelles systèmes techniques? Donc il y a un espace de réflexion. Il y a un espace de réflexion indispensable. D'ailleurs, le Sénat l'avait abordé en octobre dans le débat sur la loi terroriste, parce que nous voyons bien le rôle des réseaux sociaux. Gérard Larcher, vous aviez rendez-vous avec Cabu pour le documentaire qu'il faisait. Vous l'aviez rendez-vous le 8 janvier, c'est-à-dire le lendemain du 7. Qu'est-ce que vous lui auriez dit? Il venait me voir pour me poser la question, est-ce qu'on peut rire de tout? J'aurais répondu oui. Et en fait, j'ai fait l'interview le jeudi avec les amis de Cabu et j'ai répondu qu'on ne pouvait pas rire de la liberté assassinée. C'était le lendemain. Charlie Hebdo va faire une brève pause sans doute et va continuer. La liberté d'expression est un droit fondamental. Est-ce qu'elle autorise à tourner en dérision, à offenser, à moquer la loi des autres? Eh bien, elle a... Je rappelle que la loi, ça n'est ni le Coran, ni la Torah, ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament. Dans un pays laïque comme le nôtre, le religieux n'est pas le fondement à la décision du magistrat public. Il appartient au Parlement. Il appartient au Parlement élu démocratiquement de faire la loi et il appartient à la justice de contrôler l'exercice de la loi. C'est-à-dire que la République n'est pas tenue par telle ou telle religion et par le Coran non plus. Absolument. En même temps, naturellement, il est de la responsabilité de chacun, journaliste, caricaturiste, homme ou femme politique, de savoir en responsabilité jusqu'où il exerce l'expression et sa liberté d'expression. Donc vous êtes d'accord avec ce que disait le pape? On n'offense pas ou on ne tourne pas en dérision la foi des autres et que la loi française, c'est la laïcité. La loi française, c'est la laïcité. Alors, les sondages politiques et positifs sont en train de pleuvoir sur l'exécutif. Le président de la République a gagné en un mois 21 points, son Premier ministre 17 points, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, grimpe aussi. Pour les Français, ils ont bien défendu les intérêts de la France ici et à l'étranger. Ils ont dit la vérité aux Français. Est-ce que vous êtes d'accord? Et qu'est-ce que vous pensez de ce jamais vu, cet inédit? L'exécutif a été à la hauteur de la situation. Et d'ailleurs, nos institutions de la Ve République, celles qu'on vilipendait encore il y a quelques mois, nous ont permis d'être ensemble. L'opposition a été responsable. Moi, je vais vous dire, quand je regarde les sondages, je me dis que peut-être le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, c'est pas ce qu'on annonce. Il n'est pas impossible que Mme Le Pen soit troisième. Si nous savons, dans l'opposition, assumer pleinement nos responsabilités, parler clair, parler fort, parler avec courage, et en même temps nous réunir autour des principes de la République. Donc quand on dit un chat est un chat, vous vous dites que Marine Le Pen peut ne pas être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Le vétérinaire que je suis peut vous dire un chien est un chien, un chat est un chat. Ça, je sais que vous êtes vétérinaire. Et il y aurait donc François Hollande. Il y aurait donc François Hollande, le candidat socialiste. Attention, méfiez-vous des rythmes. Oui. Ils sont parfois oscillatoires. En tous les cas, je crois qu'il y a une nouvelle donne politique et il faut que nous, dans l'opposition, nous assumions cette responsabilité pleinement, cette responsabilité en nous engageant, en faisant des propositions. C'est d'ailleurs ce que va faire le Sénat. Vous avez dit peut-être François Hollande au deuxième tour et qui de la droite au deuxième tour? Ce sera le résultat des primaires que nous vivrons en 2016. Et donc, pour vous, le Front National ne va pas profiter de la situation actuelle? En tous les cas, il ne peut pas profiter. Je pense qu'il n'a pas été à la hauteur de la situation en tant que parti politique. Et l'opposition qui reprochait à François Hollande d'avoir ni les épaules, ni le costume, ni la stature pour être à l'Élysée, s'il redescend dans les sondages, vous ne pourrez plus utiliser les mêmes arguments, non? Non, en tous les cas, moi, personnellement, je considère qu'il a assumé la fonction de président de la République. Et pour le gaulliste que je suis, c'est ça l'essentiel. L'unité nationale, ça a du bon, tout le monde en veut. De l'unité nationale par-ci, par-là, au Sénat, au Parlement. Est-ce que vous allez
vous accorder plus facilement avec l'exécutif sur quelques réformes. Par exemple, la loi Macron, par exemple, la loi sur la transition énergétique de Ségolène Royal. Un des grands sujets de notre société, je l'ai rappelé récemment devant mes collègues sénateurs, c'est la question du chômage, donc de l'activité économique. Or, ça n'est pas le chômage qui est la clé de tout, mais quand, dans des quartiers, 50% des jeunes sont hors de l'emploi, quand ils sont pour la 3e génération hors de l'emploi, est-ce que vous ne croyez pas qu'il se pose une question de cohésion, donc de valeur de la République, donc d'identité à la nation? Président du Sénat, Gérard Larcher, est-ce que vous soutenez la politique antiterroriste du gouvernement telle qu'elle va être présentée? Mais comme vous êtes associé à tout, vous savez tout. Nous l'avons déjà fait au mois d'octobre sur la loi de novembre. Mais depuis, il y a des attentats. Cazeneuve, nous allons avoir des propositions. Nous-mêmes ferons des propositions. Je pense qu'il faut nous écouter mutuellement, l'exécutif, le Parlement, la majorité et l'opposition, parce qu'il y a urgence. Les Français attendent de nous une réponse en termes de sécurité. Et cette réponse en termes de sécurité, il faut que nous lui apportions. La sécurité et l'école. Avec votre accord, Bruno Retailleau, le président des sénateurs UMP au Sénat, a lancé une commission d'enquête sur l'école. Elle va se mettre au travail très vite, je suppose. La conférence des présidents examinera la demande de Bruno Retailleau cette semaine. Elle se mettra en place immédiatement. Mais nous avons déjà une commission d'enquête sur le djihad déposée en juin 2014 à l'initiative du groupe centriste et qui devrait déposer ses conclusions dans quelques semaines. Tout parti confondu. Depuis longtemps, droite et gauche ont abandonné l'école, Gérard Larcher. Est-ce que de votre part, collectivement, il ne faut pas un nostra culpa, pour ne pas dire un mea culpa? Est-ce qu'on a abandonné l'école? Non, je ne pense pas. Je vais vous donner un exemple, si vous permettez. Un exemple. En 2004, sous la présidence de Jacques Chirac, avec votre ami Jean-Pierre Raffarin à Matignon, François Fillon avait reçu un rapport qui avait été commandé quelque temps avant à un inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin. Ce rapport était précis, prémonitoire, prophétique. Et vous savez quel a été le sort de ce rapport? Enterré, vite fait. Et il disait tout ce qui est en train de se passer. Oui, notamment l'identité de substitution, qui est le sujet majeur. Au fond, un certain nombre de jeunes ne s'identifient plus à la République et à ses valeurs. Le religieux, d'ailleurs souvent superficiel, a remplacé ces valeurs-là, alors que le religieux devrait éclairer la conscience personnelle de chacun. D'ailleurs, le droit de croire ou de ne pas croire fait partie. Et sur ces sujets-là, nous avons manqué de courage collectivement. Ouais. Nous avons eu des réactions parfois corporatistes. Et notamment, quelque part, c'est la République qui ne s'est pas tenue dans l'école. Quand on a accepté... Mais il faut que ça change. Quand on a accepté de ne plus enseigner dans certaines classes la Shoah, le génocide arménien, quand on n'a plus parlé de reproduction, voilà. Quand on a refusé d'imposer, par exemple, les cours de natation dans la mixité, eh bien, quelque part, la République a reculé. Il ne faut plus faire ça, il ne faut plus céder. Et, non, et notamment le statut de la femme. Alors, attendez, qu'est-ce que vous faites des élèves qui font sécession, en quelque sorte, qui refusent tous ces cours d'histoire, etc. Vous les renvoyez de l'école? Je pense qu'il y a là une démarche de réinclusion dans la République. Ça fait partie des sujets que la commission d'enquête devra aborder. Souvent, les familles n'ont ni influence ni autorité, sauf, comme dit Julien Drey, les chibani, c'est-à-dire les vieux, et les mamans rebeux. Mais le problème, c'est ce qui se passe. La ministre de l'Éducation nationale, je vais vite, demande une grande mobilisation pour l'école de la République. De quelle façon vous voulez y participer, vous? Je crois que... Concrètement, ça va être les propositions que nous allons faire. Formation des enseignants, accompagnement des élèves en cours de radicalisation, ou en tous les cas, le mot radicalisation n'a pas de sens, en cours d'exclusion, en quelque sorte, de la communauté nationale par eux-mêmes. Toutes ces réponses-là, et ne jamais céder sur l'essentiel. Quand la République cède, quelque part, c'est la liberté qui recule. À plusieurs reprises, vous avez dit que la République avait cédé. Ma dernière question, un élève consacre 80% de son temps à Internet et surtout dans sa famille qui baisse les bras. Et on entendait un reportage de Marseille tout à l'heure qui montrait que les familles étaient désemparées. Est-ce qu'il faut supprimer les allocations familiales dans certains cas? Attendez, ça c'est un outil. C'est pas la cause. Mais vous ne me répondez pas. Vous me répondez pas. S'il y a défaillance des familles, parce qu'on entend ça à l'UMP. C'est pour ça que je vous pose la question. Il y a une réalité familiale nouvelle. Il y a 50 ans, il y avait beaucoup moins de familles recomposées. Il y avait beaucoup moins de mamans qui étaient seules pour élever leurs enfants. La question d'Internet, elle nous renvoie à la liberté et la loi de 1880. Sur les familles, sur les allocations. Sur les allocations familiales, ça ne peut être qu'une conséquence et un outil. Nous l'avions mis en place, le gouvernement l'a rapporté, ça n'est qu'un outil. Au fond,
Ce qui compte, c'est qu'ensemble, nous apportions des réponses quand nous constatons ce que nous avons vu dans un certain nombre d'écoles, de collèges et de lycées. Eh bien, on se dit que c'est la priorité, c'est la République. Donc c'est oui dans certains cas pour la suppression des allocations familiales, on est d'accord? Ça peut l'être, mais ça n'est pas le seul outil. Méfions-nous des annonces qui font vibrer. Il faut aller sur le fond, c'est un sujet beaucoup plus large. Merci Gérard Larcher d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre, on vous retrouve demain matin à 8h20. Bonne journée.